À voix haute, à bas bruit, un podcast de l'association Père et Danse Montpellier. Bonjour à toutes et tous. Ce podcast est un lieu de libération de la parole des concernés par la psychiatrie et les troubles psychiques. Nous souhaitons déstigmatiser et avoir le point de vue de celles et ceux qui se retrouvent exclus. Ce sont des témoignages et des échanges pour nous reconstruire et affirmer nos existences. Nos propos sont subjectifs et ne prétendent pas refléter une vérité absolue. Nous vous prévenons que certains moments de ce podcast peuvent être délicats à écouter et déclencher des réactions émotionnelles. Nous espérons que ce podcast vous inspirera ou vous donnera des informations sur les troubles psychiques. Et nous vous souhaitons à tous une très bonne écoute. Épisode 3. Les relations aux autres quand on a une maladie mentale. Donc moi c'est Léo, je vais répondre à la question famille. Pensez-vous que votre environnement familial a eu un impact sur l'apparition de votre maladie ? Je pense que oui, d'une certaine manière, comme je disais tout à l'heure, par rapport à mon père qui avait des croyances un peu insolites ou vraiment particulières. Ça a influencé mes délires, je pense. Et ouais, d'une certaine manière, je pense que la maladie, déjà, on m'a dit plusieurs fois que la maladie et la personnalité qui rentrent en jeu. C'est pour ça qu'il y a autant de schizophrènes qu'il y a de schizophrénie. Il y a autant de schizophrénie qu'il y a de schizophrènes. Et du coup, comme il y a la personnalité qui rentre beaucoup en jeu, et la personnalité se construit un peu avec l'environnement familial, je pense que ça a vraiment eu un impact. Bonjour, je m'appelle Patrick. La question est, votre famille accepte-t-elle votre maladie ? Je préfère pas en parler. Je veux bien parler J'aime bien parler de ce sujet parce que je pense que le contexte familial dans lequel on a grandi étant enfant, il a une grande influence sur comment on va se développer en tant qu'adolescent et jeune adulte. Et il peut arriver que des familles, involontairement ou même volontairement, refusent d'accepter la maladie de l'enfant. Parce que parfois, ça revient à devoir se mettre soi-même en question sur l'éducation ou le traitement qu'on a eu envers ses propres enfants. Ma famille, personnellement, c'est un peu divisé. J'ai une mère qui supporte très bien le fait que j'ai une maladie. Elle est très soutenante. Mais il y a aussi dans ma famille des personnes qui ont également des troubles de la personnalité qui peut du coup mettre en conflit et me placer un peu comme leur bouc émissaire, c'est-à-dire qu'ils vont dire que c'est moi la malade dans l'histoire, donc finalement eux ils n'ont rien à se reprocher. Et ça paraît un peu violent dit comme ça, mais parfois même au sein de notre propre famille il peut y avoir de l'hypocrisie. C'est pour ça que je pense que ma famille est à la fois soutenante et en même temps certains beaucoup moins. Oui, alors moi sur cette question-là, c'est Sylvain. Je dirais que j'ai été plutôt gâté. Ça dépend de quel point de vue on se place, mais disons que j'aborde là le sujet de l'hérédité. Parce que je suis schizophrène paranoïaque et je le tiens de l'hérédité. Donc à partir de mon grand-père paternel et de mon grand-père maternel, les deux noyaux sont là. Disons que le fait d'être dans une famille, ou la branche de la famille qui est malade, le fait que je sois né schizophrène paranoïaque, ça m'a permis d'avoir bénéficié d'une certaine tolérance. Par contre, je n'ai jamais voulu avoir d'enfant, et je n'en aurai pas, parce que je ne veux pas transmettre ce que j'ai vécu, que m'ont transmis mes parents, que leur ont transmis mes grands-parents. Je préfère éviter ça parce que je ne pourrais pas faire face. Pour ma part, j'ai eu un climat familial problématique dès mon enfance. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard.
Et pour moi, ça a participé à une sorte d'explosion intérieure, de troubles, d'apparition des troubles. Parce que fragilité, parce que souffrance, parce que difficulté à pouvoir confier des choses assez terribles et parfois que je n'arrivais pas pour moi-même à identifier clairement comme étant terrible ou monstrueuse. Et donc quand j'ai eu ma première bouffée d'élan aiguë, j'étais hospitalisée par un tiers. Je ne savais pas qu'on m'amenait à l'hôpital. Donc voilà, ça a été une hospitalisation pas vraiment consentie, à l'issue de laquelle, en fait, mes parents n'ont jamais accepté de pouvoir parler en fait, en famille de mon trouble. C'est toujours moi qui ai dû essayer d'en parler. Et quand j'essaye d'en parler, même à l'heure actuelle, je me heurte à énormément de violence, comme si je voulais retourner dans le passé, je vivais dans le passé. Et donc tout de suite essayer de taire mon discours. Alors que je prends toujours un traitement et j'ai toujours le trouble. J'ai un parent qui a essayé de lire des livres sur mon trouble, enfin sur le diagnostic qu'on m'a donné, qui s'est avéré changer après dans le temps. Mais comme il s'est intéressé, il ne m'a pas posé la question de mon propre ressenti. Il m'a plutôt dit oh bien voilà, toi tu as tel symptôme, telle caractéristique de trouble, donc voilà ce qui se passe. En fait, tu as une poutre dans l'œil, comme ils disent, et puis avec le temps, ça se trouve, elle va partir, on ne sait pas trop comment. Parce qu'il se positionne en sachant, et quoi que je fasse, en fait, même si à un moment donné dans ma vie, il va se passer quelque chose où je vais faire une erreur, où je fais une décision, un choix qui va affecter ma famille, par exemple, comme je vais prendre l'exemple qui me vient en tête, c'est surtout l'exemple de m'éloigner de ma famille par rapport aux problèmes qu'il peut y avoir. Eh bien, quand j'ai confronté mes parents par rapport à ces problèmes-là, on m'a rétorqué « Il n'y a aucune raison pour nous d'être en conflit, mais tu sais, tu as une maladie. Il faut savoir que tu as une maladie mentale, donc en fait, ça explique que tu sois très sensible et que tu inventes des choses. Et donc, on fait avec. » Alors, donc c'est Alice. Durant vos périodes de crise, vos amis et votre entourage ont-ils eu un rôle positif ou négatif ? À la suite de ma première hospitalisation, qui a été la plus choquante, parce que la première, à la sortie donc de plus d'un mois d'avoir été coupée du monde, je me suis rendu compte que en fait ma famille et mes amis s'étaient mis en contact, en relation, et qu'il y avait eu tout un réseau qui s'était constitué, le réseau des personnes qui tiennent à moi et qui s'étaient donné des nouvelles, qui m'avaient eux-mêmes écrit beaucoup. J'ai reçu beaucoup de lettres, beaucoup de petits mots, beaucoup de dessins, beaucoup de cartes postales. Et en fait, prendre conscience de ça à la sortie de mon hospitalisation a été un moment très fort. Je me suis vraiment rendu compte à quel point c'était un pilier pour moi et à quel point j'avais de la chance d'avoir une famille et des amis aussi unis et aussi aimants. Et un rôle négatif qu'a eu mon entourage, ça a été, je pense, de par leur incompréhension au tout début. Ça n'a pas été drôle pour eux, mais le fait qu'ils signent mon hospitalisation sous contrainte, j'ai eu beaucoup de mal à l'admettre. Et puis surtout, il est arrivé une chose. Donc au sein de l'hôpital, je n'avais pas le droit au téléphone, personne n'y avait droit. Mais un des patients qui était devenu, pas un ami, mais une personne avec qui j'aimais bien discuter, il s'est avéré qu'il avait gardé son téléphone en secret et qu'il s'en servait pour communiquer avec ses enfants, parce qu'il était papa de 2 petits garçons. Et donc un jour, il me propose de me prêter son téléphone pour que je puisse appeler ma mère et mon père, parce que j'en pouvais plus d'être coupée d'eux et de ne pas avoir le droit de les appeler. À l'époque, j'avais vraiment pas le droit de les appeler.
Je sortais de chambre d'isolement. Et il m'a donc donné son téléphone, j'ai appelé ma mère. Ça a été un moment très beau pour moi. Je lui ai fait promettre de ne pas le dire à mes soignants que j'avais appelé. Elle a promis. Puis j'ai eu mon père au téléphone, puis j'ai eu ma sœur au téléphone. Et c'était vraiment un moment où j'étais peut-être un peu trop euphorique, mais en tout cas, ça m'avait rendue heureuse sur le moment. Et en fait, quand je suis sortie de la chambre dans laquelle je m'étais cachée pour passer le coup de fil, très rapidement, donc la personne, le patient qui m'avait donné son téléphone est revenu me voir en me disant « Alice, t'as été dénoncée ». Ils ont fait sonner mon téléphone alors qu'un infirmier se tenait devant moi, et en fait, ils cherchaient à qui était ce téléphone, et donc ils ont trouvé, et donc maintenant ils me l'ont confisqué, et je ne peux plus parler à mes enfants. Et je suis interdit de différentes choses, interdit de sortir à la cafétéria ou des choses comme ça dont il avait droit. Et donc moi, ça a été la double peine, parce que d'une part, mes parents avaient rompu leurs promesses, et d'autre part, à cause de moi, quelqu'un souffrait de ne plus pouvoir communiquer avec sa famille. Donc je leur en ai énormément voulu. J'étais seule à l'hôpital, seule pour accepter cette dénonciation que je ne comprenais pas, et je les ai haïs de tout mon cœur. Donc un rôle négatif à ce moment-là, mais au final c'est juste ce qu'ils étaient, et je l'ai compris plus tard, ils étaient vraiment à fond dans le respect de ce que disaient les soignants, et ils ne voulaient pas cacher quelque chose aux soignants, et pour eux les soignants passaient avant ma parole ou même leur parole. Donc voilà. Je voulais me rappeler que malgré ça, ils ont eu vraiment un rôle très très positif. Donc moi je m'appelle Léo et la question c'est: famille, quelle implication ont eu vos parents dans votre thérapie? Moi, du côté de ma mère, elle a toujours été ouverte aux soins, entre guillemets. Mon père, il a toujours été un peu perché dans c'est pas des délires, mais des croyances particulières. Du coup, de penser que c'est des fantômes, des trucs comme ça pour les voix, les trucs. Enfin, je parle vulgairement pour expliquer, mais du coup, il refusait au début que je prenne des traitements par injection. Et ma mère, elle était d'accord, mais comme j'étais en placement de justice, en famille d'accueil foyer, ça a permis que les psys puissent prendre la décision à la place de mes parents. Donc je suis quand même bien accompagné. Ma mère a quand même du mal avec avait en tout cas. Du mal dès que j'allais pas bien, elle pensait directement que c'était la maladie, donc ça lui arrivait d'appeler le CMP pour qu'il m'appelle et pour qu'il me conseille de prendre le traitement, alors que des fois c'était pas du tout la maladie, donc c'était un peu dans l'abus, mais bon, on n'apprend pas. Enfin, c'est un truc qu'on apprend sur le tas d'être parent, et encore plus d'être parent de personnes qui sont usagers de la psychiatrie. Alors, c'est quoi la question? C'est Sylvain qui répond à la question. Quelle réaction eut votre entourage par rapport à une de vos crises? Comme je suis issu d'une famille quand même qui n'est pas étranger aux troubles psychiques, j'ai donc des gens qui ont une certaine expérience, je parle en tant que vécu, et donc j'ai eu un droit à un certain recul tant sur ma maladie que sur ce drame qu'il y a eu en 1994, qui m'a conduit à vouloir abréger ma vie, mettre fin à mes jours. Et vraiment, ça a été super de voir autant de mansuétude, je ne sais pas si c'était après de la compassion, mais c'était de la mansuétude en tout cas. C'était, voilà, c'est ok, bon, t'es malade, ok, bon, si t'es malade, t'es malade, comme peut-être qu'ils se sont dit, nous on est malade aussi, donc voilà quoi. Donc je pense que c'est ça qui m'a donné un petit peu un esprit de corps au sein de la psychiatrie, à savoir que quand ça va pas, il y a les copains et on peut se serrer les coudes. Donc c'est ce que m'a appris mon entourage, vu que
on n'était pas très très en forme sur le plan psychologique, c'est que justement, il y a une certaine humanité, quoi. Et c'est sur cette humanité-là qu'il faut miser pour les rapports sociaux, je pense. Voilà. À suivre.